Bonjour à tous et merci d'être là pour le moins nombreux pour cette rencontre et surtout cette occasion très importante de marquer les 10 ans du pôle Médicene. Je suis Fabrice Papillon, journaliste scientifique et je vais vous accompagner toute la journée avec les équipes de Médicene pour faire une sorte de pénétration dans l'espace et le temps et notamment du passé au futur, 10 ans écoulés, de belles histoires qui seront de manière assez rapide rappelées ici ou là, notamment avec Béatrice Fallis-Mira, la déléguée générale de Médicene et qui a beaucoup de choses à nous dire. Régionale aussi, fondamentalement. Médicene, ça reste quand même Île-de-France. Et puis, évidemment, nous irons faire une grande prospection dans le futur avec de nombreux projets qui viendront illustrer tout ce que Médicene a soutenu et soutient aujourd'hui à travers des initiatives extraordinaires. Et c'est le thème de la journée, l'idée de la confluence de technologies variées, multitechnologies, ce sera d'ailleurs le thème de la table ronde dans quelques minutes, mais aussi bien sûr le numérique qui, vous le verrez, vous le savez, est présent partout. Et cet après-midi en particulier, tout l'après-midi, nous aurons une série de projets, 14 au total, sous forme de pitch de 5-6 minutes, qui viendront raconter ce qu'ils font aujourd'hui. C'est souvent spectaculaire. En tout cas, ça ouvre beaucoup d'horizons, énormément d'espoir, et ça nous permettra de toucher du doigt véritablement l'action de Médicene de ce point de vue. Ce matin, nous allons, outre la table ronde à laquelle participeront Armelle Graciet du SNITEM, Isabelle Tison de Gaulle, qui est membre notamment du bureau exécutif Médicene et qui bien sûr est chez Sanofi, Manuel Géa de BMS System et puis Carlos Gem de Samsung, nous pourrons aborder la question justement de l'immixtion des technologies variées, croisées et du numérique pour des produits de santé ou des dispositifs médicaux innovants. Nous clôturerons la matinée avec le professeur André Sirota qui co-préside la mission Médecine du futur et qui a beaucoup de choses à nous dire à ce sujet et qui est tout à fait dans la note de ce que nous voulons aborder aujourd'hui. Et puis cet après-midi, nous aurons des interventions très importantes, à la fois politiques, avec notamment Madame Valérie Pécresse, la présidente du Conseil régional Île-de-France, qui viendra s'exprimer sur le pôle et son avenir. Également une représentante de la mairie de Paris, qui sont parmi les principaux soutiens, bien évidemment, et de Médicene. Et puis, nous aurons également une intervention de Pascal Faure, directeur général de la Direction générale des entreprises. Et puis, Pascal Pic, paléoanthropologue. Ça peut toujours surprendre d'avoir un universitaire spécialiste de l'évolution et de l'histoire de l'homme pour parler de médecine, et notamment de médecine dans le futur quand on est spécialiste du passé. Vous verrez avec Pascal que tout ça est très cohérent et que ça nous permet de prendre du recul et de voir dans quelle direction nous allons. Voilà pour un petit rappel bref de ce que vous avez déjà sur le programme et surtout de l'esprit de cette journée. Je passe tout de suite la parole à Christian Lajoux, le président du pôle Médicene. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans cet endroit magnifique. Je ne dirais pas que je le découvre, mais c'est un très bel endroit et ça me permet de remercier la BPI d'avoir mis à notre disposition cet amphithéâtre de son siège social parce que je trouve que c'est un très bel endroit pour fêter effectivement les 10 ans de Médicene. Alors, quelques mots d'introduction, parce qu'effectivement, le contenu de la réunion sera dans la suite, comme vient de vous le dire Patrice Papillon. Les pôles de compétitivité et Médicene ont 10 ans. Les pôles, je crois qu'on peut le dire, sont désormais inscrits dans le paysage de la nouvelle France industrielle, avec une mission, et notamment pour les pôles santé, transformer les sciences du vivant en solutions thérapeutiques, en processus industriel, en emploi et en valeur économique. C'est ma façon de répondre. Quel est l'objectif des pôles ? L'objectif des pôles, c'est effectivement transformer de la valeur scientifique en valeur thérapeutique, en valeur économique et en emploi dans un processus de réindustrialisation. Ces processus d'industrialisation, ils seront les bienvenus sur le territoire. Et le mot territoire, c'est un mot que l'on va beaucoup marteler au cours de notre réunion parce qu'il est important à la fois d'ouvrir nos territoires, de les mettre dans la compétition internationale, mais de créer également leurs conditions d'attractivité. Les pôles de santé. Il y a 7 pôles de santé en France. Et Médicene est un de ces 7 pôles. Je tiens d'ailleurs à souligner que ces 7 pôles se sont réunis récemment en Interpol. Et
Medicine a quelques particularités. D'abord, nous agissons au sein d'un écosystème particulièrement riche, puisque presque 50% de la recherche nationale dans les sciences du vivant a lieu sur le territoire, enfin 50% de cette recherche a lieu sur le territoire francilien. Je veux rappeler également que la région développe le premier PIB européen, avant même des zones européennes extrêmement connues, comme le Grand Londres, la Lombardie ou la région de Munich en Allemagne. C'est donc un point extrêmement important. Le nombre d'emplois dans les industries santé au niveau régional est de l'ordre de 8%, pratiquement 8%. Et puis, des éléments que vous connaissez bien, il y a une concentration d'académiques au pluriel et d'hôpitaux extrêmement importante sur cette région. Les fleurons de notre recherche, de nos instituts de recherche sont présents en Île-de-France. Les grands services hospitaliers qui font autorité à la fois en termes de recherche et en termes de clinique dans le monde entier sont également sur l'Île-de-France. Il n'y a pas d'exclusivité de l'Île-de-France parce que je ne veux pas me créer un clivage avec les autres régions, mais il y a une densité, il y a une présence, il y a une richesse extrêmement importante. Autre point particulier de la région Île-de-France, c'est la concentration en termes de medtech et les actions multiples, y compris à travers des entreprises, des PME ou des start-up, qui sont développées aujourd'hui dans le domaine du numérique. Avec un constat dont nous nous réjouissons et qui vaut pour la santé comme pour d'autres secteurs, une convergence forte entre les spécialistes traditionnels de la santé, les soignants, les médecins, les chercheurs et les ingénieurs. Et je pense que c'est une nouvelle donne particulièrement visible, particulièrement dense en région Île-de-France, qui nous donne des opportunités dans la compétition internationale. Alors, c'est un anniversaire et je veux chaleureusement remercier les acteurs de ces 10 années. Alors d'abord, on m'a dit, n'oublie pas les payeurs. Alors, je vais d'abord remercier les payeurs, c'est un point important. Alors, il n'y a pas de hiérarchie. Je veux remercier l'État, la DGE, merci Monsieur Régent d'être parmi nous, la Directe, merci Jennifer d'être parmi nous. Je veux remercier la région qui a toujours soutenu le pôle et qui continue à soutenir le pôle et qui, dans ses nouvelles attributions, et nous écouterons avec beaucoup d'attention cet après-midi Madame la Présidente de région, et qui, dans ses nouvelles attributions d'ailleurs, prend de nouvelles responsabilités économiques vis-à-vis du pôle et puis surtout donne des challenges que nous aurons à cœur de relever. La ville de Paris a toujours également accompagné le pôle, c'est un point extrêmement important. Les départements, demain les départements ne seront plus concernés par le financement ou seront moins concernés par le financement des pôles, mais je veux les remercier. Voilà, ça c'est pour les financeurs. Je vais ensuite remercier les acteurs, je ne dis pas que les financeurs ne sont pas les acteurs, mais les acteurs du pôle, les académiques et les acteurs de la santé, puisque nous sommes un pôle santé. Alors les universités, la PHP, sans la PHP, le pôle perdrait beaucoup de sa personnalité, l'INSERM, le CEA, le CNRS, l'Institut Pasteur, l'INRIA et d'autres. J'espère n'oublier personne, mais ces acteurs, traditionnellement, au cours des 10 ans passés, ont manifesté un fort engagement au sein du pôle. Et bien sûr, les entreprises. Le pôle est au service de l'industrialisation, le pôle est au service des entreprises. Alors les grands groupes connus, nationaux et internationaux, mais le tissu immense des PME. Vous avez des données dans les documents que l'on vous a remis qui montrent la montée en puissance du nombre de PME dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, on a plus de 220, 230 PME au sein du pôle Medicine, mais nous avons un potentiel qui doit nous permettre de doubler rapidement ce nombre de PME, ce que nous sommes en train de faire, puisque il y aura globalement une croissance de 70 à 80-90 PME au cours de l'année 2016 au sein du pôle. Je veux également donc remercier également les grands groupes. Voilà. En termes de projets, 284 projets, puisque la mission de Medicine, transformer la valeur scientifique en valeur thérapeutique, passe par la construction de projets. 284 projets ont été labellisés et ont fait de Medicine, au cours des 10 ans passés, le premier pôle de compétitivité santé en nombre de projets et en financement, plus d'1 milliard de financement.
Mais on pourrait dire ça c'est bon pour la santé. Qu'en est-il vis-à-vis des autres pôles parisiens? Et en termes de financement, le pôle Médicène est le deuxième pôle parisien en termes de levée de fonds et en termes de financement. Donc ceci montre effectivement le dynamisme des actions de santé. Alors chacun de ces projets représente beaucoup d'engagement de l'ensemble des acteurs, beaucoup de dialogue dans une démarche qui est une démarche de l'Open Innovation. Un point à souligner, 75% des projets labellisés par Médicène, sous la houlette d'un comité d'évaluation conduit par François Ballet, qui est dans la salle, 75% de ces projets ont été financés. Et ça, je veux insister sur ce point. Ils n'ont pas été nécessairement financés à travers des FUI, qui est, je dirais, la logique classique des pôles de compétitivité. Mais cela veut dire que le pôle s'est évertué, lorsqu'il n'y avait pas un financement FUI, de trouver d'autres formes de financement. Donc nous avons un comité de labellisation qui est exigeant, qui est rigoureux, qui quelquefois récuse certains projets, mais une fois que les projets sont entrés dans la mécanique Médicène, sont entrés dans la labellisation Médicène, ce qui doit rassurer les industriels et les acteurs académiques, c'est cette capacité de financement. Et vous retrouverez d'ailleurs ces histoires dans un document qu'on vous a remis à la rentrée, les belles histoires de Médicène. Je voudrais enfin ajouter un merci particulier au président des acteurs de Médicène, au président des DAS, les domaines d'activité stratégiques, au président, vice-président, acteurs des commissions, aux membres du bureau. Ça, il ne faut jamais oublier les membres du bureau parce que c'est extrêmement important. C'est eux qui gèrent la vie de Médicène au quotidien et qui rendent la vie facile ou difficile pour le président. Au conseil d'administration, c'est la même chose. Hein, ils rendent la vie facile ou la vie difficile au président. Donc, je les remercie chaleureusement. Et je ne vais pas oublier les équipes internes qui sont qui sont les architectes finalement et les constructeurs de l'ensemble des projets que nous avons développés. Maintenant, projetons-nous rapidement sur les 10 ans à venir, c'est l'essentiel. D'abord, il faut continuer à accélérer la dynamique de projet. Je vous ai parlé des projets que nous avions mis en place. Vous retrouverez également, et je pense que plusieurs intervenants reviendront dans la journée sur les grands projets que nous sommes en train de monter, dans le stroke, dans l'insuffisance cardiaque, dans la maladie de Parkinson, dans l'AVC. Enfin, il y a beaucoup de projets qui continuent à être développés. Ensuite, pour les 10 ans à venir, il faut que nous continuions à construire sur les passerelles entre les technologies multiples et les multiples disciplines qui sont développées au sein de la région parisienne. Ne pas oublier, par exemple, notre forte présence dans les sciences telles que les mathématiques, telles que la physique, qui sont des sciences effectivement que l'on met de plus en plus au service de la médecine et au service du numérique. Il nous faut développer de nouveaux champs technologiques dans les industries de santé, c'est-à-dire il y a un basculement des industries de santé qui ont longtemps été dominées par la molécule. La molécule a un bel avenir, on aura beaucoup d'innovations dans le domaine de la molécule, mais la molécule est aujourd'hui en voie de rééquilibrage avec l'ensemble des technologies que l'on mettra à son service pour en valoriser et en augmenter effectivement la qualité. Alors, au sein de Médicène, il y a cette dimension technologique, tout en rappelant en permanence notre métier de base. Notre métier de base, les malades, les médecins, les soignants, les hôpitaux. C'est-à-dire, Médicène est vraisemblablement un des rares endroits avec les autres pôles de compétitivité santé à pouvoir assurer en permanence ce dialogue entre le monde des soignants et le monde de la technologie. Et je pense que les atouts que j'ai soulignés tout à l'heure sont effectivement au service des malades d'abord, dans une dimension qui ne doit pas perdre de vue la dimension économique. Alors, quelques inflexions récentes de Médicène, et sur lesquelles je vais passer assez vite. Continuer, ça a été fait avant moi par mon prédécesseur Arnaud Gobet, mais je pense qu'il faut accélérer et continuer notre développement en termes d'attractivité et compétitivité du territoire. Je prends souvent l'exemple d'une compétitivité in et d'une compétitivité out. In, ça veut dire quoi? Faire venir dans notre écosystème les entreprises internationales, les faire s'installer dans notre écosystème, les faire se développer sous forme de filiales ou sous forme de petites entreprises, enfin, les faire investir sur le territoire. Out, c'est accompagner
nos entreprises à l'international. Alors, quelques chiffres, une centaine d'entreprises ont été françaises, PME françaises, ont été accompagnées par Medicène en 2015 et 2016 dans des grands hubs internationaux de la santé. Béatrice Faliz-Mira ira à la fin du mois à New York avec 22 entreprises françaises, dont plusieurs sont nominées. Et nous avons investi sur des régions comme Boston, sur Tokyo, sur Tel Aviv, sur Montréal, sur Séoul. Ce n'est pas limitatif et on peut continuer effectivement à accompagner nos entreprises dans cette démarche vers l'international. Elles sont très demandeuses. Et établir les conditions de l'investissement en Île-de-France, c'est rappeler l'excellence scientifique, les lieux de développement. Et il y a un travail de rationalisation à faire sur la multiplicité des lieux de développement. 200 lieux de développement sur la région parisienne, une trentaine de lieux de développement, je parle des incubateurs, des pépinières, des clusters, une trentaine de lieux de développement consacrés à la santé. Donc il y a une nécessité de mettre de la cohérence et de la cohésion dans ces points-là. Les nouvelles technologies et le numérique, on n'y échappe pas. Maintenant, tout le monde parle du numérique. Le numérique a une application à la santé, dans la santé extrêmement importante. Le numérique est indissociable de la santé. Mais le numérique doit toujours être considéré comme un moyen et non pas comme une finalité. Ça, c'est un point sur lequel je veux insister. Et il est évident que dès l'instant où nous sommes dans la dimension MedTech, ça passe par le numérique. Alors, il faut un numérique hard parce qu'il y a beaucoup de dispositifs numériques qui sont développés aujourd'hui que je considère quelquefois à la périphérie de la santé ou dans le domaine de la prévention, et ce n'est pas négatif, c'est extrêmement important. Mais n'oublions pas les organes artificiels, et plusieurs organes artificiels sont en train de se développer sur la région parisienne. N'oublions pas tout ce qui est robotique, n'oublions pas les plateaux technologiques, n'oublions pas les capteurs, les marqueurs, qui sont des instruments qui doivent participer effectivement à un meilleur soin. N'oublions pas l'équipement de nos entreprises et l'équipement de nos instituts de recherche. J'étais récemment dans une grande entreprise à Clamart, pour ne pas la nommer, avec Béatrice, et l'ensemble des technologies qui étaient dans cette très belle usine qui fait des défibrillateurs, il n'y a que du matériel ou japonais, ou allemand, ou américain, ou italien. C'est dommage, c'est dommage. Est-ce que nous avons abandonné ce champ de développement des technologies qui participent aux industries de santé? C'est une question qu'on doit se poser. Et dernier point, après l'international, donc une nouvelle inflexion, les nouvelles technologies, nouvelle inflexion, le numérique, la formation. Je vais insister sur la formation. C'est un sujet qui nous préoccupe tous, qui a déjà été développé. Nessa Prou, qui est dans la salle, est la présidente de la commission formation. Mais quand on dit formation aujourd'hui, c'est apporter des solutions à l'emploi. Et notre domaine, qui est un domaine en multiples évolutions, en multiples mutations, doit mettre un effort plus important encore sur la formation. Alors, nous avons fixé avec le conseil d'administration quelques pistes dans le domaine de la formation. Travailler sur les moutons à 5 pattes, dont les petites et moyennes entreprises ont besoin, c'est-à-dire des profils qui n'ont pas été nécessairement formatés dans les écoles et notamment dans les grandes écoles, avec un accent particulier sur les techniciens, parce que je pense que nous avons besoin de nombreux techniciens dans nos entreprises qui soient profilés un petit peu différemment. Travailler également sur les doctorants et dans les deux cas les rendre plus employables, développer leur employabilité, parce qu'ils apparaissent quelquefois comme des formations trop focalisées, trop spécialisées, alors qu'aujourd'hui on peut développer cette multi-employabilité. Et puis travailler également pour remettre dans le marché du travail, l'ensemble des exclus du travail, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans ce marché du travail et ceux qui risquent d'être exclus d'eux-mêmes, parce que les mutations technologiques changent les organisations et amènent effectivement des changements importants. Voilà ce que je voulais vous dire. Et la formation, donc, est aujourd'hui un des exemples des actions que nous allons intensifier au sein de Medicène, avec la volonté de servir, de clarifier le rôle des universités et des instituts de formation par rapport à ça, les PME et les grandes entreprises. Medicène offre beaucoup d'autres services, je n'y reviendrai pas tout de suite, le financement, la réglementation, l'accès au marché, la structuration des actions à l'international, le business development, la conduite de projet. Je vais maintenant terminer cette conclusion avec
avec ce constat. Les cycles du temps se sont accélérés dans une compétition internationale. Nous n'avons pas le temps. Nous sommes dans une bataille où nous devons aller vite. Nous avons le savoir, nous avons l'excellence scientifique, nous avons le savoir-faire, nous avons le savoir-être. Il faut trouver le moyen de la collaboration au sein de Medicène. Et en ce sens, Medicène doit nous aider ensemble à développer des projets disruptifs, des projets qui ont une véritable valeur ajoutée et des projets qui s'inscrivent immédiatement dans la compétition internationale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétition entre Medicène, Lyon, Strasbourg ou Marseille. La compétition, c'est la compétition France à partir de la région avec les autres grands acteurs industriels. Je parlais des technologies de laboratoire, on voit bien qu'on n'est plus dans le coup et qu'il faut trouver le moyen de revenir dans cette démarche-là. Et le rôle de Medicène, c'est d'être un catalyseur, un facilitateur de la rencontre, de la collaboration, du montage financier et de l'accès au marché. C'est une démarche qui reste une démarche collective, c'est une démarche au service des entreprises et notamment des PME et des start-up dans une dimension gagnant-gagnant. Adhérer à Medicène, c'est s'inscrire dans un collectif qui est gagnant pour chacun des acteurs de ce collectif. Ensemble, nous devons aujourd'hui faire face à la compétition mondiale alors que nos atouts sont énormes. Ensemble, nous devons avoir la capacité à souligner la qualité, l'engagement, la disponibilité de l'ensemble des acteurs mobilisés pour la France industrielle, acteurs académiques, acteurs industriels. Et notre objectif derrière ça, c'est de faire de notre région Île-de-France, faire de notre territoire Île-de-France, une des capitales mondiales, non pas de la santé, parce que je crois qu'elle est déjà une des capitales mondiales de la santé, mais une des capitales mondiales des industries de la santé. Et c'est le point sur lequel je voudrais insister. Il y a une différence assez sensible entre le fait d'être une capitale mondiale de la santé et être une capitale mondiale industrielle de la santé. Alors nous avons plusieurs défis à relever et nous aurons l'occasion de les aborder aujourd'hui. C'est la compétition internationale autour de la santé. Compétition internationale qui n'est pas si ouverte que ça. Vous avez une dizaine de pays qui jouent dans cette compétition. Et nous faisons partie de ces 10 pays qui peuvent y participer. C'est transformer l'offre en termes d'excellence scientifique en projet industriel. Permettez-moi de dire qu'il y a plus d'offres scientifiques que de capacités de collaboration des entreprises. C'est de transformer l'offre en termes de financement français, financement européen, en capacité de bénéfices pour les entreprises. Et là aussi, il y a plus d'offres de financement que de capacité des entreprises pour y accéder, parce que c'est compliqué. Mais Medicène trouve son rôle dans cette dimension-là. Et c'est investir sur le territoire, c'est voir fleurir sur le territoire un certain nombre de process et d'établissements industriels qui souligneront notre volonté de faire de notre région une capitale mondiale des industries de santé. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian, pour cette introduction qui permet de, effectivement, reposer l'ensemble des éléments qu'on va regarder, discuter tous ensemble aujourd'hui, à la fois pour commencer dans la table ronde et plus tard à travers des exemples très concrets. Je vous propose donc, une fois que l'écran sera levé, de pouvoir appeler les participants à la table ronde, parce qu'en fait, on va être caché juste derrière. Oui, alors, il y a un code Wi-Fi. Malheureusement, celui que vous avez sur votre badge, pour ceux qui auraient essayé, n'est pas fonctionnel. On va vous renvoyer un nouveau code Wi-Fi, probablement après la table ronde, pour le reste de la journée. Voilà. Alors, écoutez, j'appelle déjà Armel Gracier, Isabelle Tison de Gaulle, Manuel Géa et Carlos Gem à me rejoindre. Et voilà, la scène se dévoile. Alors, Armel, s'il vous plaît. Voilà. Isabelle.
Manuel, Carlos. Alors, on vous voit bien là, hein. C'est pas très large, mais pour 4, c'est parfait. On dirait presque un oral, hein, parce qu'ils n'ont pas de table basse, il n'y a pas de micro non plus, ça va être un souci. Ils sont là, les voilà. Tout va bien. Il y en a même 4, alors je vais vous dire. Alors, je sais pas, tenez, on va le distribuer. On va juste mettre sur on. Tenez, je vais vous les brancher. Voilà, je vais brancher celui-ci. Voilà, le petit bouton rouge est allumé. Il suffit d'appuyer. Voilà, impeccable. Alors, le sujet de cette table ronde dans la demi-heure, un petit peu plus d'une demi-heure qui nous sépare de l'intervention du professeur Sirota, c'est d'aborder de manière croisée avec des expériences très diverses et à des niveaux très importants d'expérience sur ce sujet, la fameuse question des multitechnologies dont Christian a beaucoup parlé, c'est-à-dire comment ces technologies peuvent aujourd'hui, et depuis déjà un certain temps et plus encore demain, travailler ensemble, se croiser pour la médecine du futur avec l'importance cruciale du numérique. Pour en parler donc, Armelle Graciet, vous êtes directrice des affaires industrielles du SNITEM. Isabelle Tison-de Gaulle, vice-présidente initiative stratégique et relations scientifiques Europe chez Sanofi. Et je le disais également membre du bureau exécutif Médicène. Manuel Géa, vous êtes le président de BMS System, membre du bureau exécutif également de Médicène. Et enfin, Carlos Gem, vous êtes le directeur division santé Samsung Électronique France, président de la commission TIC et santé Médicène. Donc évidemment, vous êtes parfaitement adapté à discuter de ces sujets. Et pour commencer, je vais donner la parole aux dames, d'abord parce que c'est tout à fait normal, et ensuite elles ont des choses passionnantes à dire pour lancer le débat. Armelle Graciet, vous êtes là pour représenter notamment les dispositifs médicaux à travers le SNITEM, avec cette idée que le mariage dispositifs médicaux et les fameux TIC dont on parle souvent, les technologies de l'information et de la communication, c'est quelque chose qui existe depuis déjà un certain temps, qui est en train de croître, et notamment pour des applications dites de santé connectée qui voient le jour un peu partout. Est-ce que c'est aujourd'hui l'un des grands sujets du moment pour vous ? Oui, bien sûr. Donc effectivement, les solutions multitechnologiques, ça semble être un mot à la mode. Enfin, c'est pas nouveau quand même dans le monde de la santé. Les seringues à insuline, par exemple, c'est par définition une solution multitechnologique puisqu'elle allie un médicament et un dispositif médical. Donc c'est vrai qu'on a le sentiment de découvrir cette nouvelle façon de développer les produits, mais c'est déjà très ancien. Maintenant, c'est vrai que le futur va définitivement vers la connexion, on peut presque dire, de tous les dispositifs médicaux, puisque c'est en tous les cas comme ça que les entreprises réfléchissent. Avec des exemples simples. Bon, celui qui est déjà vraiment en route depuis un moment, c'est les prothèses implantables, prothèses cardiaques, soit pacemakers, soit défibrillateurs implantables, qui, depuis déjà de nombreuses années, sont connectés et permettent de suivre les patients à distance. Et éventuellement, effectivement, en prévention, de pouvoir détecter des signaux d'alerte qui peuvent faire que le médecin demande à son patient de revenir à l'hôpital avant qu'il y ait une décompensation. Donc ça, c'est déjà en route et effectif et reconnu d'ailleurs puisque le dispositif est remboursé. Mais n'importe quel dispositif, j'ai envie de dire, est connectable. On a des entreprises qui travaillent sur, par exemple, des matelas à escar, enfin anti-escar plutôt. Oui. Parce que sinon, ça c'est un peu embêtant. Des matelas anti-escar qui déjà ont une action préventive, mais qu'on peut encore améliorer en y mettant des capteurs qui permettent de déceler encore en avance les zones de surpression et donc d'alerter les soignants sur la prise en charge du patient. C'est-à-dire que les matelas sont équipés de plein de petits capteurs Absolument. qui poussent le corps, c'est ça, et on Absolument. peut détecter en temps réel. Voilà, exactement. On peut aussi, il y a certaines entreprises qui développent des pansements. Alors le pansement, c'est pas simplement celui qu'on achète dans le supermarché du coin. Il y a des pansements extrêmement sophistiqués sur le plan technique qui accompagnent le traitement des plaies chroniques, des plaies graves, des plaies importantes. Et il y a des laboratoires qui développent des applications mobiles qui permettent, en fonction de l'avancée de la cicatrisation, de donner des conseils aux soignants sur les changements de pansement, sur la rapidité à laquelle on doit changer le pansement, sur le type de pansement qu'on peut mettre dans différentes séquences. C'est-à-dire que les pansements, ils sont capables de détecter en temps réel l'avancée de la cicatrisation, par exemple, et d'envoyer par... Alors, ils travaillent là-dessus, ouais. mais au-delà de ça, c'est des applis mobiles qui peuvent être renseignés par le personnel soignant en fonction de l'évolution de la plaie aussi. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez que c'est des exemples qui sont extrêmement divers et variés, mais on peut imaginer qu'effectivement,
tous les dispositifs médicaux puissent être connectés. Donc l'avenir, la santé connectée, c'est une vraie réalité aujourd'hui. Qui va poser plein de questions demain, puisque dans le titre, il y avait le mariage des professionnels santé et des ingénieurs. Ça, c'est clair qu'on voit dans les entreprises du dispositif médical qui était déjà très orienté ingénieur, parce que les produits sont souvent développés par des ingénieurs, mais on voit apparaître une nouvelle famille d'ingénieurs qui sont tous ceux qui sont issus du numérique, de l'informatique, etc. Mais il va falloir penser aussi à la formation des personnels soignants. Parce que là, évidemment, eux, la santé, ils connaissent très bien. Le numérique, c'est pas évident. Or, ils vont devoir développer des compétences dans ce domaine-là pour être en capacité d'accompagner les patients sur les différents types de produits qu'ils utiliseront. Alors, on reviendra bien sûr sur la question de l'information et des profils et de la collaboration entre des métiers qui n'ont pas forcément l'habitude ou la culture de collaborer, avec notamment d'autres interventions, notamment avec vous, Manuel. Isabelle Tison de Gaulle, puisqu'on poursuit un peu l'exploration de ces on va dire, rencontres technologiques et notamment numériques, on était plutôt dans le dispositif médical. Au niveau pharmaceutique et notamment de la molécule, du traitement, est-ce qu'on a également la même approche, c'est-à-dire cette confluence des technologies et notamment du numérique qui s'invite un peu partout? Alors, je vais répondre bien évidemment tout à fait. Et je vais vous brosser aussi un petit peu toute la chaîne et tout au départ, en fait, bien évidemment, de la découverte du médicament jusqu'à la fin, jusqu'à sa production. En quoi, en fait, toutes ces nouvelles technologies sont extrêmement importantes et amènent, bien évidemment, les pharmas à travailler avec ces différents acteurs. Alors, on va commencer par la R&D. On va commencer par, bien sûr, toute l'arrivée massive de données qui viennent de tout ce qu'on appelle les omics, donc la génomique et le séquençage en particulier. Mais vous avez aussi ce qu'on peut appeler la métabolomique, donc vous en avez beaucoup, je ne vais pas tous vous les citer, mais l'intégration de ces données devient quelque chose de majeur, va nécessiter d'avoir accès aux technologies de l'information et des systèmes d'information. Vous allez avoir l'intégration aussi des données d'imagerie, avec l'explosion aussi de l'imagerie. Et tout ceci va en fait permettre, si on arrive à permettre aussi, tu en parleras je pense, à nous donner des informations au travers de la modélisation ou de la simulation. Je sais que c'est différent, on en parlera. Et permettre de découvrir de comprendre les pathologies et de mieux cibler après un traitement. Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, Monsieur le Président, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est les organes artificiels. En quoi dans la R&D ça va être important? Et c'est déjà en fait important parce que ça va permettre d'avoir des modèles cellulaires ou des organoïdes ou des organes qui ont été synthétisés, qui vont permettre de tester beaucoup plus précisément les médicaments et de beaucoup plus précisément savoir s'il va falloir poursuivre avec telle ou telle voie. Donc ça, c'est un autre exemple. Vous travaillez par exemple sur le pancréas artificiel? Exactement. Alors on peut citer le pancréas artificiel. Alors le pancréas artificiel va servir à deux choses. J'y reviendrai peut-être après. La première, effectivement, d'aller tester, parce que vous allez créer des îlots pancréatiques comme un pancréas pour tester, mais vous allez aussi pouvoir aller plus loin après pour mettre en place une véritable chaîne qui va allier la santé connectée et aussi ce qui a été des pompes très très spécifiques et qui vont permettre en fait de traiter le patient qui va d'une certaine façon n'avoir plus rien à s'occuper. À gérer lui-même. À gérer lui-même. Il va avoir un capteur qui va tester sa glycémie, qui va calculer à ce moment-là, après, par un autre système et des applications et des algorithmes, va permettre de dire c'est telle dose d'insuline qu'il faut avoir, va permettre après au système, à travers une pompe, d'injecter les doses d'insuline. Et ça, c'est ce qu'on appelle un pancréas artificiel. Oui, parce qu'il remplace toute la fonction du pancréas en réalité, mais à l'extérieur avec un mécanisme relativement simple. C'est pas un vrai pancréas. Voilà, c'est pas un vrai pancréas artificiel, mais ça revient à une ouais. même fonction. Et donc ça va dans le domaine de la santé connectée. On n'en est pas encore là, mais par contre, je vais aussi rementionner ici Medicène, parce que Medicène, même si c'est pas un projet Sanofi, mais c'est pas grave, est en train à aider à ce qu'un projet dans le pancréas artificiel puisse voir le jour. Et je pense que c'est vraiment excellent. Donc voilà, il y a plein d'autres. On peut citer peut-être, je vais avant de citer la bioproduction, parce que je pense que c'est aussi quelque chose qu'on oublie parfois. On va sur toute la chaîne de soins, on va sur la R&D, mais la bioproduction est aussi quelque chose d'important. Il y a besoin de capteurs, il y a besoin de bioréacteurs.
il y a besoin de production en continu, et il y a besoin de mettre des nouvelles technologies qui sont aussi extrêmement importantes. Donc c'est un troisième point qu'on peut citer aussi. Bon, on reviendra sur certains de ces sujets, mais on finit notre petit tour de table, si j'ose dire. Et on va commencer avant Manuel, Carlos, parce qu'on parle tellement de numérique et tellement d'applications. On a cité l'imagerie notamment. Et alors vous, chez Samsung, évidemment, ça fait partie notamment des sujets sur lesquels vous travaillez. Il faut dire que Samsung est un peu partout. Hein, avec, je crois, 32 sociétés, vous allez nous le reconfirmer, dont 7 rien que sur le marché de la santé, des développements stratégiques dans l'e-santé, donc vraiment dans ces sujets, que ce soit dispositifs ou médicaments, et d'autres sont évidemment convergents vers ce que vous proposez, ce que vous faites. Et puis il y a la question du modèle économique. Ce qui nous intéresse, c'est comment un industriel très numérique comme vous peut aujourd'hui tirer profit de ces technologies émergentes dans la partie plus numérique ou services associés. Comment est-ce qu'aujourd'hui ça se profile pour vous ? Alors nous, le rôle de Samsung, c'est vrai qu'on a 32 sociétés qui adressent le marché, dont 7 qui adressent le marché de la santé. C'est de faire converger toutes ces compétences au sein de Samsung pour amener une solution digitale. Là, on va lancer sur le marché un capteur qui s'appelle le Biosensor, qui a été conçu par notre division semi-conducteurs. On a créé une plateforme de coordination de récupération des données qui a été conçue par notre activité Big Data qui s'appelle Samsung SDS. Donc on amène en fait sur le marché une solution déjà éprouvée. On a la chance d'avoir au sein du groupe Samsung nos propres établissements de santé. Donc les solutions qui sont conçues sur la base des recommandations de nos soignants, parce qu'on a 10 000 lits d'hospitalisation. Voilà, donc ça c'est vraiment la posture de Samsung à travers cette capacité à apporter sur le marché une solution digitale aboutie. Intégrée, parce que là vous dites vous allez jusqu'à l'établissement entièrement connecté, made in Samsung, on est d'accord ? Exactement. Ouais. Mais le vrai enjeu pour nous, c'est maintenant de faire émerger ce marché, parce qu'il s'avère que le marché, en tout cas on parle en France, c'est un marché qui est émergent, qui n'existe pas. Donc notre mission, c'est donc de faire savoir ce qui existe, de nous associer à des acteurs locaux, donc et j'en reviendrai après sur le business model. Sur le modèle économique, on pense que le modèle économique du développement des solutions de santé connectée sera le service, notre capacité à créer des serve stores et d'amener du service aux patients et aux bien portants pour éviter qu'ils deviennent des patients. Donc c'est vraiment là notre rôle, c'est de stimuler ce marché. C'est ce que j'essaye de faire au sein de Medicène, non pas dans la commission TIC et santé, mais dans la commission santé numérique. Voilà. Et en fait, on essaie de transformer de prendre toutes ces compétences qui existent chez nombre d'industriels et de s'adosser à des compétences locales, donc d'entreprises qui font partie de Medicène, qui ont développé des solutions et des prestations de services qui sont extrêmement intéressantes, et de nous adosser à des vrais besoins cliniques, c'est-à-dire des équipes soignantes qui ont une vraie problématique à traiter. Et nous, en tant qu'industriels et dans le cadre de Medicène, on essaie d'apporter une solution intégrée aux besoins qui sont exprimés. Je voudrais revenir sur le business model d'un mot, parce que Samsung est souvent associé à du matériel, du hard, on va dire, relativement accessible, voire peu coûteux, donc voire parfois casser les prix. On le voit dans d'autres domaines, hein, y compris l'audiovisuel. Est-ce que ça veut donc dire que pour vous, le hard, c'est une chose, c'est comme les imprimantes dans l'informatique, c'est pas le prix de l'imprimante, c'est évidemment les consommables et tout ce qui suit derrière. Est-ce que c'est justement la suite qui, pour vous, est un enjeu économique, dont les services ? Alors, juste pour répondre à votre première constatation, Samsung n'est pas une entreprise qui dope le marché par les prix. On est plutôt une entreprise qui dope le marché par la technologie. Et aujourd'hui, on s'est démarqué. En fait, on a arrêté de travailler sur les segments entrée et moyenne gamme. On ne travaille que sur les segments gamme. Donc ça, c'est la première marque. Nous, on pense que le véritable modèle économique, en tout cas des solutions de santé, ce n'est pas le fait de vendre un dispositif, mais c'est d'apporter une solution clé en main et d'amener de la vraie valeur ajoutée aux patients à travers des services à la personne. Et c'est véritablement là l'enjeu. Alors naturellement, nous, on a mis sur le marché on a lancé il y a 2 ans un cloud qui vient à l'origine des objets connectés, de l'IoT. Mais un cloud qui s'appelle Arctic Cloud, qui est en mesure d'agglomérer plusieurs milliards d'objets. Aujourd'hui, notre véritable souhait, c'est d'apporter une information structurée à des acteurs qui seront en mesure d'apporter une prestation de service et leur donner une information qui sera
qui sera suffisamment pertinente pour toucher la bonne personne. Alors, ça nous permet de faire la transition avec Manuel Géap, puisque quand on a des informations, qu'on veut s'adresser à la bonne personne dans un esprit de médecine de précision, une médecine personnalisée, il faut être capable de comprendre les données, issues des capteurs notamment, et il faut être capable de les modéliser. Et ça, c'est votre travail, notamment chez BMS, donc Biomodeling Systems. Vous êtes dans cette idée de pouvoir exploiter des connaissances, des données, de les remettre finalement en forme à travers des nouveaux algorithmes qui peuvent servir à la santé. Et pour ça, vous avez besoin de faire travailler des compétences humaines très variées qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Tout à fait. Je voudrais rebondir sur ce que disait Christian sur les ingénieurs et tout. Moi, je suis un ingénieur cartésien, mais j'ai suivi en fait une cure de désintoxication d'1 an en se faisant un DEA de sociologie à Dauphiné. Ah, ça vous a fait du bien? Oui. Ouais. Et j'ai découvert la sémantique générale, qui est en fait l'art de sortir du cadre. Et en fait, j'ai découvert que le problème, c'était la confusion entre compliqué et complexe. Compliqué, l'Airbus A380 est très compliqué. Par contre, un plat de spaghettis en sauce est complexe. Et de faire manger ce plat de spaghettis à un enfant de 3 ans sans qu'il se tâche, c'est très complexe. D'accord. 2 options, je simule, je modélise la méthode classique, et là, je peux y passer 10 000 ans avec tous les ordinateurs, je n'y arriverai pas. Et vous savez ce qu'a fait la maman? Eh bien, tout simplement, elle s'est dit, la question est mal posée, l'enfant va toujours se salir. Ce qu'il faut, c'est que je protège la chemise. Et elle a inventé le bavoir. Elle a inventé le bavoir. Donc, une solution élégante. Donc, vous voyez, ce n'est pas une question de moyens, de technologie, c'est une question de concept et de compréhension. Et sur ce rapprochement, vous allez voir, c'est que Centrale Santé, qui a été créée en 1996, a eu une particularité, c'est que nous avons été ouverts dès le début, parce que nous savions que la santé était complexe, donc on n'y comprenait rien, en gros. Et en fait, on s'est dit, finalement, il vaut mieux s'allier avec les hommes et les femmes métiers qui comprennent, et on va essayer de développer des outils pour les aider à travailler. Et donc aujourd'hui, Centrale Santé, c'est 2500 membres, il n'y a que 30% de centraliens, et nous avons un échantillon absolument concurrent. Mais on a voulu aller plus loin, c'est que nous nous sommes associés à la FSM. Alors FSM, peu de gens connaissent, c'est la Fédération des spécialités médicales. Le monde médical est en train de se regrouper, parce qu'effectivement, le cancer n'appartient pas aux pneumologues, aux cancérologues, il faut même qu'ils se mettent d'accord pour travailler ensemble. Donc il y a ce mouvement. Et depuis très peu de temps, nous avons fait, donc il y a à peu près 2 ans, une alliance avec Exex Santé pour apporter en fait la composante business et organisation. Et quand vous avez ces 3 composantes qui travaillent ensemble avec un langage commun qui s'appelle la biologie ou la santé, là maintenant ça devient intéressant. Vous avez de très bons ingénieurs qui comprennent les médecins, vous avez de très bons médecins qui comprennent les sciences de l'ingénieur, et des gens dans le business qui vont dire comment je vais créer de la valeur sustainable, c'est-à-dire durable. Eh bien, Biomodeling Systems, ce que nous avons fait, on est parti de la même démarche. L'échec de toute la systems biologie depuis des dizaines et dizaines d'années, c'est tout simplement que les gens confondaient. Et quand vous avez un data scientist, vous connaissez ces fameux data scientists chez Google et tout, si vous voulez modéliser un avion, un oiseau, et que vous trouvez le concept, vous obtenez un avion. Vous, tous dans la salle, vous savez que ce n'est pas un avion. Mais tous les data scientists sont convaincus que c'est un avion. Donc quand ils font des prédictions, vous savez qu'un oiseau vole, son arrière est très chaud. Quand un oiseau pond, ça explose. Et un oiseau a 3 pattes. Eh bien, le problème, en fait, si vous voulez, de tout ça, c'est que dans notre secteur, nous n'avons plus les hommes et les femmes métiers qui comprennent la physiologie et la biologie pour challenger, en fait, ces modèles et ces solutions. Et en fait, l'enjeu aujourd'hui, dans la modélisation, ce n'est plus un problème de technologie, c'est plus un problème d'outils. Vous savez, les outils de Google sont extraordinaires, comme les outils d'autres, de Samsung et tout. Non, c'est qu'il nous faut des gens capables de les comprendre, de les programmer et de les challenger. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation où on ne forme plus de physiologistes en France. Alors, je passe une information, il serait peut-être temps de s'y remettre. Et aujourd'hui, Biomodeling System, par exemple, nous sommes obligés de chercher des gens en Grèce, en Inde, pour trouver ces fameux biologistes intégrateurs qui ont cette compétence globale. Physiologiste, on est d'accord, c'est celui qui a une vision globale de voilà, la biologie et pas humaine, le spécialiste, voilà, pas le spécialiste du 3e bouton à gauche et tout. Ouais. Et donc, il a fallu inventer un nouveau concept. Et là, je vais raisonner. Quand vous êtes au LEM, j'y étais, vous cherchez des médicaments. Dans le meilleur des cas, vous trouvez des médicaments dans 10% des cas. Quand vous êtes au SNITEM, vous cherchez des devices et puis autre chose. Donc, on avait des silos. D'accord? Et en fait, on ne se rencontrait jamais. Vous savez, des fois, je me dis, mais si Medicine n'existait plus, mais comment je ferais pour concevoir, en fait, toutes ces solutions multitechnologiques et tout? Eh bien, écoutez, ça n'existait pas avant.
Et là, je vais donner juste un exemple peut-être d'effet cluster. Notre société a été créée en 2004. Nous étions bien sûr un concept complètement opposé à tout le monde. On fait toujours l'opposé. Personne n'y croyait. Tous les experts nous disaient que notre Caddy Discovery ne marcherait pas et ainsi de suite. Nous avons décidé 2 choses. Expliquer la physiopathologie de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et de le valider in vivo. Ça ne s'était jamais fait. On nous a dit, bien sûr, tous les experts ont dit que ce n'était pas possible. Et deuxièmement, de montrer qu'on pouvait développer des stratégies thérapeutiques innovantes. Eh bien, et là, peu de gens le savent, en fait, c'est le CEA. Quand nous sommes allés voir Jean-Philippe Delis au CEA, qui était dans le pôle, on lui a montré notre modèle. Et au lieu de nous dire, ce n'est pas la pensée dominante, arrêtez vos histoires, il a dit, mais attendez, ça c'est intéressant. Ils ont financé sur leur propre toutes les validations expérimentales, nous avons financé toutes les parties, et nous avons réussi, nous avons validé, et nous avons gagné un prix aux États-Unis en 2009, BioIT World Award 2009, et la Commission européenne a considéré que c'était une des best practices mondiales du domaine. Le deuxième point, toujours grâce au CEA, donc là je pense que c'est important, nous avons décidé de trouver une contre-mesure à une attaque bioterroriste en moins d'1 heure. On nous a encore dit que ce n'était pas possible. Eh bien, on a trouvé l'idée, c'est que quand vous avez quelque chose qui bouge, il faut avoir quelque chose qui bouge. Donc on a utilisé les banques de phages. Et on a créé des énormes banques de phages pour avoir toujours un phage d'avance. Oui, c'est ça la sémantique générale. L'enjeu, ce n'est pas d'en avoir des tonnes, c'est d'avoir toujours un d'avance. Eh bien, la validation de ce projet a été faite par des membres du CEA, et Ferricides Pharma, que vous connaissez tous, a été hébergé au CEA en attendant de pouvoir aller à Romainville. Et puis, pour la petite histoire, le projet Creutzfeldt-Jakob nous a permis de découvrir un mécanisme d'autorégulation sur le cerveau, et ça a conduit en fait à la création de TerraNexus. Nous sommes copropriétaires en fait de cette Nexus. S'il n'y avait pas eu cet effet cluster, ces rencontres et ces choses, je pense que Biomodeling System ne serait peut-être pas en France mais au Canada, parce que c'était une option. Et je pense qu'on ne serait pas là en train de vous dire qu'on a réussi, toutes ces 2 sociétés sont en phase 2. Alors voilà des exemples magnifiques de collaboration réussie, appliquée dans des métiers qui n'ont pas l'habitude de communiquer. Puis cette idée d'ouvrir les vannes, d'ouvrir les œillets, d'être un peu au-delà de sa spécialité. On entend un petit peu dans ce que vous dites aussi l'inspiration de ce qu'on appelle le biomimétisme. Ça, c'est déjà un mariage vraiment de chercheurs fondamentalistes de la nature et d'ingénieurs. Est-ce que cette tendance-là qui est en train de naître et qui est carrément appliquée chez vous notamment, et ce problème métier, alors je me tourne à nouveau vers les autres, et notamment Armelle et Isabelle, est-ce que c'est aussi un problème d'obtenir les bonnes compétences et puis ensuite de les faire travailler et communiquer ensemble ? Oui, et de plus en plus. Alors, d'obtenir les bonnes compétences, j'en suis pas sûre, parce qu'il y a des tas de gens compétents. Après, il faut trouver les bons et arriver à faire en sorte qu'ils travaillent ensemble, qu'ils se comprennent et qu'ils travaillent ensemble. Donc ça, je veux croire qu'il y a les compétences qu'il faut. Après, il y a des nouvelles compétences qui ont émergé. Et c'est là où, effectivement, on a probablement un train de retard et qu'on n'a pas suffisamment anticipé les besoins. Et aujourd'hui, trouver un certain nombre de compétences, moi je l'ai expérimenté très très récemment puisque je cherchais quelqu'un au SNITEM, on a une grosse compétence dispositif médical, la compétence numérique on ne l'a pas forcément. Et alors trouver quelqu'un qui a une compétence numérique et qui connaît bien le DM, là on commence à aller vers les oiseaux rares. J'ai fini par le trouver, donc j'espère que j'ai fait bonne pioche. Il s'est formé où? Parce que la formation, c'est central. Il s'est formé où? En France ou à l'étranger? Non, il s'est formé en France par ses expériences professionnelles, en fait, parce qu'il a rencontré des gens qui lui ont fait confiance en lui confiant des nouveaux projets. Ouais. Et en fait, il a appris un petit peu sur le tas. Et en fait, je pense que c'est ce manque d'anticipation de ce qu'allait devenir notre médecine et notre santé qui a fait qu'aujourd'hui, en termes de formation universitaire, on est un peu à la ramasse, pardonnez-moi le terme, mais et même si certaines universités, comme l'Université de Lyon par exemple, réfléchit à justement des nouveaux programmes de formation et universitaires pour les jeunes diplômés et en formation continue pour justement les professionnels de santé qui vont voir leur façon d'exercer la médecine, que ce soit des infirmières ou même des médecins, changer, et donc ils vont devoir acquérir de nouvelles compétences. Et bien là, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à leur offrir. Isabelle? Alors en fait, effectivement, je pense qu'en termes de compétences, on les a globalement. Maintenant, comme il faut des multi-compétences, vous avez 2 solutions. C'est soit d'avoir le mouton à 5 pattes et d'essayer quand même de le créer, soit de faire que les gens se parlent ensemble et travaillent ensemble. Et ça, c'est peut-être une des choses justement qu'un pôle de compétitivité peut faire, c'est-à-dire mieux comprendre quelles sont les synergies qu'il va falloir y avoir entre certaines compétences. Les prévoir aussi, parce qu'en fait, et là encore, former trop tôt
des compétences multiples, là je vais revenir sur la partie compétences multiples, si le marché n'est pas encore prêt pour les accueillir, ce n'est pas non plus la bonne solution. Donc c'est là encore comment on peut ensemble pouvoir prévoir ce qu'il va falloir pour former en fait les bonnes personnes et qu'elles arrivent sur le marché au bon moment. Donc c'est un autre aspect. Oui. Je vais peut-être dire en termes de formation, il faut savoir que quand on a démarré en 1996, on n'était pas vraiment nombreux à être dans ce secteur. En fait, on a dit aux gens, apprenez votre métier, et on les a envoyés partout dans le monde pour qu'ils se forment. Et maintenant, en fait, ils sont en train de revenir. Et ils ont acquis des compétences au MIT, aux États-Unis, mais en Suisse et tout. Et on a maintenant tout un ensemble de personnes qui sont intéressés par la santé. Parce que je crois que c'est ça la particularité, c'est qu'ils sont intéressés par ça. Ils ont appris des métiers, des savoir-faire, des sciences de l'ingénieur ou d'autres. Et maintenant, il y a un environnement qui leur permet en fait de mettre en application... Plus favorable, voilà. Plus favorable pour mettre en application tout ça. Carlos, chez Samsung et en général chez les industriels, on a le même problème. Alors, oui, ce qu'il faut, c'est de faire converger tous les savoirs. Ce qu'on essaie de faire au sein de la commission santé numérique de Médicène. Je suis désolé, ça part un peu à gauche. Heureusement que Valérie Pécresse n'est pas là. L'objectif, c'est qu'il existe des compétences, disponibles sur le marché. Au sein de la commission, on donne l'accès à une tribune à des start-up et des PME de Médicène qui viennent présenter leur technologie aux grands groupes internationaux que nous sommes. Et on est souvent bluffé par le niveau de maturité des solutions qui ont été développées et que personne ne connaît. Ça, c'est le véritable enjeu. Donc, je pense qu'il faut vraiment créer, et c'est la vraie mission, en tout cas, de cette commission, c'est de créer un événement, un endroit de partage de ces best practices. Mais le vrai problème aussi, c'est notre capacité à faire de la veille et de savoir ce qui fonctionne déjà ailleurs. Et je pense que même si on essaye d'animer l'écosystème en Paris, enfin en région parisienne, je pense qu'il faut absolument essayer d'aller chercher de la compétence, du savoir-faire, de l'expertise à l'extérieur et ne pas refaire ce qui existe déjà et qui fonctionne déjà très bien. Voilà. Donc c'est la question aussi de l'international dans les deux sens. Comment exporter une technologie française, mais aussi comment savoir s'inspirer et ne pas recommencer la roue finalement. Est-ce que c'est une des questions dans le dispositif médical, dans la modélisation? Bon, ça nous fit un grand groupe mondial, mais que vous rencontrez par exemple? Oui, alors c'est vrai que nous on le voit moins, enfin en tous les cas au sein de notre organisation, dans les grands groupes, parce que de toute façon les gros groupes qu'on a sont, en tous les cas en medtech, sont pas français, sont plutôt américains, donc la compétence, ils vont la chercher dans leurs équipes de R&D, mais PME, ils sont aux alors, US. les PME. Après, on a un gros tissu, nous, de TPE et de PME, puisque 94% de nos adhérents, ce sont des TPE et des PME. Et là, effectivement, leur problème, c'est que souvent, ils ont peu de personnel, peu de monde, qui sont souvent d'ailleurs multitâches aussi, et c'est leur capacité à aller chercher, à avoir le temps d'aller chercher ailleurs, parce que mine de rien, ça prend quand même un petit peu de temps d'aller se promener et de trouver ce qu'on cherche exactement. Donc c'est vrai que c'est la difficulté des plus petites entreprises qui n'ont pas l'infrastructure ni le nombre de personnes qui leur permet de trouver à l'international ce qui pourrait les intéresser. Donc c'est là aussi où nous, on a un rôle éventuellement de mise en relation. Et c'est vrai que la collaboration qu'on peut avoir avec les startups, par exemple, au travers de Médicène, est intéressant pour nos adhérents puisque ça peut leur permettre de franchir des steps dans leur développement. Il y a un deuxième verrou, je crois, c'est aussi l'accès au marché. C'est-à-dire que ça n'aide pas non plus de ramer, pardon l'expression. C'est le sujet qui fâche, quand même, il faut être très clair. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Déjà, on va dire, sur le DM traditionnel, on a un gros souci d'accès au marché, principalement en termes de délai, parce que le CEPS qui est censé travailler dans un délai, on va dire, l'évaluation globale, HAS, CEPS, est censée, dans la loi, durer 180 jours. La moyenne d'accès au marché des DM aujourd'hui est de 424 jours. Donc déjà, au lieu de 6 mois, plus d'un an, un an et oui, un an et demi. Ouais, donc on est déjà dans le fonctionnement de produits qui a priori sont relativement classiques. On est déjà dans une vraie problématique d'accès au marché. Maintenant, la problématique qu'on rencontre avec l'ajout du numérique et donc de la santé connectée, c'est qu'on ne va pas demander à une société qui développe un objet connecté de faire une étude randomisée en double aveugle sur 500 patients avec un suivi de 3 ans. Parce qu'au bout de 3 ans, il y a déjà 25 000 versions de son dispositif. Il faut aller beaucoup plus vite. Donc, il faut aller beaucoup plus vite. Et donc, ça veut dire qu'il faut complètement repenser les méthodologies d'évaluation.
Donc là, au sein du CSF, il y a un groupe de travail qui va se pencher qui est piloté par Jean-Yves Fagon, qui est donc le nouveau délégué ministériel à l'innovation, justement sur toutes les problématiques de l'évaluation de l'innovation d'une façon générale. Pas seulement de tout ce qui est connecté, parce qu'il y a des tas d'innovations, je parle du DM parce que c'est le domaine que je connais, qui ont beaucoup de mal à arriver au marché pour une question d'évaluation également. Mais ça, c'est le problème majeur auquel on est confronté. Alors, Oui. je voudrais justement revenir, parce qu'on est encore quand même dans des silos qui essaient un peu de s'ouvrir. Le concept, par exemple, de mechanism-based medicine, c'est-à-dire la médecine basée sur les mécanismes. En fait, vous créez le pont entre la IRD et la vraie vie, ce qui s'appelle la e-santé. Vous savez que chacun dit que ce que fait l'autre est n'importe quoi. Et en fait, on a des pertes énormes d'opportunités. Quand on dit un biomarqueur, il faut sortir de la logique. C'est quoi des biomarqueurs? Ce sont des conséquences indirectes de mécanismes qu'on peut mesurer. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, on commence à avoir ce lien qui fait qu'aujourd'hui, la vraie vie va permettre d'alimenter la recherche au niveau des centres de recherche. Et lorsque moi, par exemple, je vais dire j'ai besoin d'une cohorte, je vais éviter d'oublier le promoteur d'un gène, parce que si la cohorte est lancée et que je n'ai pas réfléchi, la cohorte est à jeter. Et donc, c'est ce lien entre le monde, on va dire, de la vraie vie et le monde de la R&D qui doit se rapprocher. Et il y a des concepts qui permettent de sortir de ça. L'autre point aussi, là, avant de venir, avec Centrale Santé, etc., on organise une conférence, c'est le 11 octobre, sur, exactement, mais tu vas voir ce que je vais te dire, sur justement le rapprochement du monde d'ingénieur et monde médical. J'ai discuté avec Olivier Delabroix, qui est le patron de la transformation numérique. Et je reprends ce que dit Christian tout le temps, le numérique, c'est l'électricité du siècle dernier. C'est-à-dire que moi, quand je parle avec des gens, je ne parle pas que je fais du numérique ou que je fais de l'objet connecté, non. Je continue à faire mon métier qui est de créer des nouvelles stratégies thérapeutiques et je vais, à la fin, combiner des solutions, le numérique étant un des composants de l'ensemble. C'est un moyen et pas une fin, c'est ça? Et ce qui fait que ça fait beaucoup moins peur. Parce que tous les gens qui sont en train de se dire « mais moi, qu'est-ce que je vais faire demain ?» Attendez, on a besoin de ces hommes métiers. La seule chose, c'est il faut qu'ils fassent l'effort de comprendre et de s'intéresser à ça. Mais il ne faut pas qu'ils croient qu'ils vont devenir des vendeurs de solutions numériques. Parce que sinon, cette bulle, parce que c'est une énorme bulle, hein, même, vous savez, les gens de Google, ils ont dit les projets Moonshot, maintenant Back to Earth. Donc si vous voulez, il y a quand même maintenant un retour de flamme là-dessus. Mais les hommes métiers, les femmes métiers, c'est fondamental et on va leur changer la façon de travailler. Ce n'est pas le numérique qui va les remplacer. Un dernier mot, Isabelle, peut-être sur l'aspect, puisqu'on est quand même en Ile-de-France, on est quand même là pour parler de médecine en région, par rapport à la vision internationale, donc prendre des compétences, s'exporter aussi, et notamment au niveau européen. Comment aujourd'hui vous percevez les choses? Comment ça se présente? Alors en fait, il y a des opportunités importantes en fait, de pouvoir mettre en network ce qui se passe dans un cluster, et un cluster comme Medicine, avec d'autres clusters, en Europe en particulier, parce qu'il y a énormément d'opportunités derrière. Medicine, par exemple, travaille avec ce network qui s'appelle EIT Health, et ça revient sur la partie aussi formation. Un de leurs piliers est d'échanger en fait justement les formations. Et je pense que pour les entreprises et les PME en particulier, c'est des réseaux qui sont fondamentaux pour aller voir effectivement ce qui se passe à l'extérieur, et en Europe en particulier, et en plus avec à la clé certains financements qui peuvent compléter les financements de Medicine. Donc tout ceci fait qu'il y a beaucoup d'opportunités et de cohérence en Europe. Merci beaucoup, merci Armelle Gracier, Isabelle Tison de Gaulle, Manuel Géa, Carlos Gem d'avoir participé Merci à tous. À cette table ronde. Merci. Merci. Vous pouvez reposer le micro sur simplement là. Voilà, je les éteindrai, voilà. Et je repasse la parole à Christian. On va reprendre juste un micro. Il est toujours. Ouais. On va le rallumer. Je vais en prendre un autre, celui-ci a l'air d'être mort. Voilà. Hop. Bien, merci. Excusez-nous. Je passe le tour de Béatrice qui devait faire quelques commentaires, mais vous l'écouterez cet après-midi, parce que nous sommes tenus par l'horaire, dans la mesure où Valérie Pécresse nous a dit qu'elle arrivait à 13h20. Donc voilà. Maintenant, j'ai l'immense plaisir, merci aux différents intervenants de la table ronde,
J'ai l'immense plaisir d'accueillir André Sirota. André, je te demande de venir auprès de nous. Je vais présenter de façon peut-être atypique, dirais-je, André Sirota, qui est un énorme scientifique, qui a une très belle carrière au sein du CEA, que je rencontre personnellement depuis plus d'une dizaine d'années. Et je dirais c'est un scientifique acteur de la société. C'est un scientifique citoyen, c'est un scientifique qui a la dimension économique de notre société. Alors j'ai demandé à André qui, après avoir été au CEA, après avoir été directeur général de l'INSERM, après avoir monté à Vissant, parce qu'à Vissant c'était une véritable construction nouvelle dans le paysage français, qui a beaucoup contribué à changer à la fois le regard des académiques, le regard des industriels sur les possibilités de collaboration que nous avons. André est chargé de nombreuses missions, mais il a actuellement en charge une mission dont il ne pourra pas, je crois, nous dévoiler tous les éléments finaux, mais il pourra nous dire quand même un certain nombre de choses. J'ai demandé donc à André Sirota de nous parler de la médecine future. Je veux simplement dire que j'ai eu la chance, moi, de rencontrer André Sirota dans ma vie. C'est ma façon de lui exprimer à la fois ma reconnaissance pour sa disponibilité, parce que chaque fois que je fais appel à lui, il répond présent, y compris quand j'étais dans la grande maison Sanofi. Et je veux lui exprimer à la fois mon respect, ma gratitude, et le remercier à nouveau d'être là. Merci Christian. Enfin, les propos n'ont évidemment rien à voir avec la réalité. Ce que je voudrais dire au sujet de cette mission qui nous a été confiée à Olivier Charmeil et à moi, vous savez que c'est une histoire un peu en fait ancienne, puisqu'il y avait eu, Arnaud Montebourg avait lancé un certain nombre de réflexions sur des propositions, et Emmanuel Macron a réduit ce nombre réduit à 9 plus une, filières industrielles, la 10e étant l'usine du futur, 9 filières en contractant un certain nombre de points qui avaient été discutés précédemment. Et la filière qui s'appelle médecine du futur résulte de plusieurs sous-filières précédentes, mais a été refondue, contrairement, je crois, aux 8 autres. Alors pourquoi ? Parce que, évidemment, la médecine du futur, c'est un tout petit peu plus complexe. La mission, évidemment, de ces nouvelles France industrielles, c'est de développer une industrie française. Et la question qui était posée côté industrie, c'est de dire, vous nous dites que vous avez une recherche qui est remarquable, je veux bien le croire, il y a des start-up en grand nombre, je crois même qu'il y en a probablement trop, mais c'est une autre affaire. Il y a des PME qui ont des très beaux résultats, mais beaucoup de ces PME, dès qu'elles ont des résultats intéressants, disparaissent du paysage parce qu'elles vont être achetées par des groupes, et notamment des groupes étrangers. Et contrairement aux autres domaines, il y a très peu d'ETI en France dans le domaine de la santé. Alors, ça c'est le problème vu du côté industriel. Seulement, côté santé, quand, à juste titre, Marisol Touraine a dit, mais la santé c'est moi, hein, donc c'est justifié, puisque on ne peut pas faire, le client étant l'État, on ne peut pas envisager une filière industrielle de la santé sans le côté santé, puisque, comme je vais le redire, tout le parcours de soins, l'offre de soins, tout va être totalement impacté dans le cadre de cette médecine du futur. Donc, et j'avais aussi, je m'étais étonné qu'il n'y avait pas la recherche, on a rajouté la recherche, et donc cette mission, elle est un peu particulière, puisqu'il y a 3 ministres qui sont à l'origine de cette lettre de mission. Alors, je dois dire, évidemment, je ne vous donnerai pas le contenu de ce qu'on va proposer, puisque le rapport, on ne l'a pas remis, et il sera remis probablement avant la fin de l'année, il est terminé, mais bon. Ce qui est, je veux dire, la façon dont on a procédé, c'est évidemment d'avoir un comité de pilotage, et on ne voulait pas que le comité de pilotage, ça soit des organisations, parce que
quand on met tout le monde autour de la table, il y a déjà quelque chose, il y a une organisation qui s'en occupe. Hein. Ça fait 120 personnes autour de la table. On a voulu, j'ai souhaité qu'il y ait une vingtaine de personnes qui représentent leur connaissance en elles-mêmes et pas du tout leur organisation. Et par ailleurs, on a envoyé des questionnaires, plus d'une centaine de questionnaires à toutes les organisations professionnelles, aux universités, alliances, etc., conseils de l'ordre, tout ce que l'on veut. Il y a beaucoup qui ont répondu, notamment les pôles de compétitivité. Medicine a répondu et l'Interpôle a répondu. Mais il y a aussi d'autres pôles qui ont répondu, et ça répond aussi à ce qui a été dit ce matin, comme Aerospace Valley, par exemple, ce qui montre une des directions de cette médecine du futur. Et puis, on a évidemment vu auditionné beaucoup de personnalités, dont certaines sont dans cette salle. Alors, contrairement à ce qu'on avait prévu dans la lettre de mission, on a quand même contribué à écrire comme toujours, c'est pas du tout ça qu'on a eu dès la première réunion du comité de pilotage. Parce qu'à vrai dire, on pensait que chacun de vous allait défendre des filières industrielles et que d'autre part, il y aurait les problèmes financiers qui seraient évidemment immédiatement soulevés. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de défense de territoire industriel. Et c'est logique, hein, puisque comme ça a été dit dans la table ronde précédente, on n'est plus dans le domaine du médicament tout seul, du diagnostic, de l'outil diagnostique, de l'imagerie, etc., toute seule. Mais le paysage est devenu totalement multisectoriel, on ne peut plus travailler en silo et on doit y adjoindre d'autres acteurs industriels. Et puis la deuxième chose, en ce qui concerne les aspects financiers, il n'y a pas eu de demande de dire il faut investir X milliards supplémentaires. Tout le monde a dit, et en particulier les industriels évidemment, de dire l'argent il existe, simplement il n'est jamais au bon endroit, au bon moment. Donc voilà un petit peu les deux points qui sont apparus. Alors ce qui est par ailleurs évidemment pour moi le caractère le plus nouveau de ce qui se passe en ce moment, c'est que la constante de temps de l'innovation dans notre domaine de la médecine du futur, quand je dis médecine du futur, c'est l'ensemble de la médecine, industrie et l'organisation qui va bien avec, qu'il va falloir revoir aussi complètement, cette constante de temps, elle a complètement changé. Quand j'étais interne, il y a bien longtemps évidemment, au siècle précédent, on avait des gastroscopes ou des bronchoscopes qui étaient des tubes rigides qu'on enfonçait. Au cours du temps, qu'est-ce qui s'est passé? On a amélioré les choses, c'est devenu souple, petit, etc. On a tout amélioré, mais il y a quand même une continuité. Par contre, la nouveauté de ces dernières années, c'est d'entendre que Google veut être le leader de la santé demain. Et ça, il y a quelques 6-7 ans, personne n'aurait dit que Google voulait être le leader numéro 1 de la santé. Samsung, on l'a entendu, dont j'ai cru comprendre que la stratégie de sa direction actuelle, c'est de développer la santé. Et puis Huawei est en train de faire la même chose en Chine, etc. Autrement dit, des acteurs qui sont totalement nouveaux. Samsung a, comme ça a été dit, des centres médicaux en Corée, à Abu Dhabi. Et évidemment, c'est plus la PHP qui est en train de construire des hôpitaux. C'est une façon différente de voir aussi l'hôpital du futur. Donc voilà, je ne veux pas être trop long, hein, puisque disons le point de départ et l'accord qui s'est fait dès la première réunion sur ces sujets. Alors, une fois qu'on a dit ça, vous voyez que les conséquences sont multiples. La première qu'on peut se dire, c'est est-ce que la France a encore des atouts? Parce que si on n'a pas d'atouts, ce n'est pas la peine de s'exciter et d'essayer d'ameuter tous nos gouvernants. Alors, évidemment que la France a des atouts majeurs. Elle a effectivement
elle a des leaders. Hein. Bon, il y a un leader dans le médicament, bien entendu, mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, hein, il y a un leader mondial dans les verres correcteurs. Il y a un leader mondial dans le diagnostic microbiologique. Enfin, je ne vais pas énumérer. Hein. Il y a un paysage qui est riche, même si, il faut reconnaître que dans les dispositifs médicaux, il y a plus de PME que de TI, même s'il y en a dans le domaine des agents de contraste, même s'il y en a dans le domaine, on a parlé des pansements, et c'est une ETI hein, très performante. Donc il y a un certain nombre de leaders, mais par contre, dans le domaine, je sais pas, des prothèses auditives, il n'y a aucune participation française. Bon. Mais surtout, il y a aussi des leaders mondiaux dans le domaine des données et du traitement des données. Il y a non seulement dans les types Atos qui a acquis Bull, donc dans le domaine des supercalculateurs, qui seront indispensables pour le traitement des données massives et hétérogènes. On a des leaders mondiaux, et puis Capgemini, Dassault Systèmes, Orange Healthcare, etc. Donc, on a des atouts dans le domaine industriel. Deuxièmement, dans le domaine, je ne sais pas pourquoi j'ai des papiers d'ailleurs, bon, dans le domaine, puisque je ne les suis pas du tout, bon, dans le domaine de la recherche, il y a là aussi, je vous rappelle que les gens ne le savent peut-être pas, que l'INSERM est devenu le premier organisme de recherche biomédicale en Europe et le premier déposant de brevets dans le domaine de la santé, que le CEA, dans lequel vous avez tressé, dont je suis très, très heureux, le CEA est le premier déposant de brevets mondial et que le CNRS est, dans le classement de Nature, est le premier publiant mondial. Bon. Et j'avais souhaité effectivement faire cette alliance à Visan pour fédérer avec la direction, la conférence des directeurs généraux de CHU, celle des universités, l'Institut Pasteur et tous les organismes, y compris l'INRIA, qui est évidemment très important dans ce domaine, qu'on puisse avoir un ensemble. Parce qu'il y avait la critique hein, de certains, que je ne citerai pas, disant « vous, la recherche, on ne sait jamais à qui s'adresser ». Et moi, j'ai fait la remarque que côté industriel, ce n'était pas beaucoup mieux, puisque vous aviez une structuration que vous avez toujours d'ailleurs en filière, hein, et j'avais suggéré qu'il y ait, parallèlement à l'Alliance Avisan, une alliance pour les recherches et l'innovation en santé, qui est l'ARIS, qui est au conseil d'administration d'Avisan, et l'ARIS inversement. Donc, on a un ensemble qui... alors, il y a les aspects de capital risque, etc., je n'ai pas le temps d'en parler, on l'abordera aussi, évidemment, dans le rapport, mais il y a quand même des forces en France, avec en plus une structuration qui a été faite dans le domaine de l'innovation. Il y a les organismes les structures de valorisation des organismes, mais il y a aussi, évidemment, bon, les SAT qui ont été constitués, et puis il y a surtout les pôles de compétitivité qui structurent au niveau des régions. Donc on a tout pour agir. La seule chose qu'il faut, c'est, vous imaginez que tout ça impacte profondément toute l'offre de soins, le parcours de soins, le médecin, la formation, pas seulement des médecins, mais les formations médicales, et bien entendu, avec un malade qui doit être au centre du dispositif et qui doit accepter tous ces changements. Donc, la formation est évidemment un élément essentiel. Le métier de médecin, qui va toujours être au cœur du système, qui va toujours avoir cette dimension humaniste, éthique, doit demeurer, il ne faut pas en avoir peur, mais c'est clair que le médecin lui-même est aussi, qui veut l'innovation, mais est le premier frein à l'innovation. On y a tous participé en développant nos syndicats, nos organismes particuliers. Bon, ça... Donc, il y a des freins partout, et comment modifier, vaincre ces freins, c'est un problème important. Comment changer totalement la formation des formations médicales, parce qu'il est clair que dans l'hôpital du futur, dans l'ambulatoire, c'est bien de... on a eu l'anecdote de dire
qu'une malade à qui on proposait une prothèse de genou dans la journée a dit « Mais moi, j'ai mon amie, elle est restée une semaine à l'hôpital, donc vous me proposez une médecine au rabais. » Donc, la conséquence de ça, ça veut dire que le malade qui a été opéré, qui repart au fond de sa province, encore faut-il que s'il saigne, il a mal, il puisse s'adresser à quelqu'un, qu'on puisse réagir, etc. D'où la connexion. Mais ce n'est pas tout de dire que ça doit être connecté, il faut aussi que ça soit remboursé, mais aussi qu'on puisse agir. Donc ça veut dire une profonde réorganisation de l'offre de soins. Donc vous voyez que, et je ne vais pas être plus long pour ne pas trop dépasser les 10 minutes, ça veut dire que la médecine du futur, c'est quelque chose qui impacte totalement la vision de la médecine et bouleverse la vision de la médecine qu'on a aujourd'hui, que la constante de temps a changé, et si on ne réagit pas instantanément, eh bien on sera perdu. Ça ne veut pas dire que le malade sera moins bien soigné, simplement on importera tout, et on sera un comptoir d'importation de solutions qui seront faites à l'étranger. Et comme ça implique, vous voyez bien, tous les ministères, comme ça implique une profonde volonté, ça implique aussi des choix importants qui ne peuvent être traités qu'au plus haut niveau de l'État. Donc voilà un petit peu la façon de voir, mais qui rejoint tout ce qui a déjà été un petit peu dit ici. On n'a rien inventé, on n'a pas repris les innombrables rapports qui ont été faits, très bien documentés, sur les biothérapies, l'imagerie, les systèmes connectés, etc. Ce n'est pas la peine de faire une compilation. Mais on a essayé de dire qu'il faut aller extrêmement vite, parce que si on met encore 3 ans à réfléchir, bien dans 3 ans, ça sera irréversible, parce que de nouveaux acteurs seront arrivés dans le système. Merci André. Nous attendons le rapport avec impatience, parce que ce que tu dis, ça aiguise l'intérêt, effectivement. Je pense que Patrice va vous dire quelques mots. Nous allons maintenant faire une pause buffet déjeuner rapide. J'insiste sur ce point-là, parce que Valérie Pécresse, la présidente de région, est quand même très occupée. On a vraiment dû caler son intervention à 13h20. Donc je vous invite rapidement à aller manger un petit sandwich, boire un verre d'eau ou un verre de vin s'il y en a, et à rejoindre le plus vite possible cette salle. Merci à vous tous. Je vous ai piqué votre boulot là. Vous le faites super bien.